qu'est-ce qui fait que vous avez fait un film sur Paul Chemetov? Quel est le hasard? Dans votre filmographie, il n'y avait pas vraiment d'architecte jusqu'alors. Il y en avait un, mais alors expliquez-nous. Justement, j'ai rencontré et filmé Paul Chemetov une première fois en faisant un film sur Émile Ayoub. Et lors des entretiens avec Paul Chemetov, très rapidement, j'ai eu envie de faire un film uniquement sur lui, un portrait, parce qu'il y avait énormément de choses auxquelles j'étais très réceptive et sensible, à la fois dans la démarche architecturale, dans la réflexion, et là aussi, voilà, choses. Donc, ça m'a semblé, dès le montage du film sur Émile Ayoub, j'ai commencé à écrire ce film. Comme tout documentaire qui a j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire, voilà. Mais c'est Alors qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Étant donné qu'on a eu des moyens assez limités, j'aurais aimé peut-être pouvoir filmer mieux, dans de meilleures conditions, certains lieux, par exemple. Pouvoir avoir beaucoup plus de temps, mais je sais, il n'y a pas qu'une question de moyens, il y a aussi une question de. Dans ces défis qu'on avait évoqués ensemble, c'était pas évident aussi par rapport aux contraintes professionnelles. Ah oui, pardon. Je disais des choses qui n'étaient pas évidentes aussi. Il y avait les contraintes professionnelles et les emplois du temps de Paul Chemetov qui sont extrêmement chargés. Parce que Paul Chemetov est tout le temps à l'agence. Il suit vraiment tous les projets, ça l'équipe en atteste. C'est un investissement énorme. Et un film est toujours. C'est un élément perturbant, un film de caméra. C'est quand même une réalité. Donc quand on fait un documentaire, et surtout quand on suit quelqu'un comme ça, on a à la fois conscience qu'on perturbe, et en même temps, on veut perturber davantage parce qu'on en veut toujours plus. Je crois que c'est un peu ça. Alors, Paul Chemetov, vous l'aviez vu déjà une seule fois, ce film. Vous l'avez vu une deuxième fois, comment vous l'avez trouvé? Bien qu'on ait tenté de le présenter une troisième fois, j'ai trouvé mieux la seconde fois que la première. J'étais moins énervé par le fait que je me voyais, la claudiquant parmi tout ça, et je trouvais que la deuxième fois, on voyait mieux ce qui n'était pas moi, enfin, là où ça se passait, les gens, les bâtiments, des vues que je n'avais même pas remarquées, qui étaient assez habiles, des vues comme ça, des toits de l'agence avec le setup qui pousse, je ne sais pas si vous avez filmé ça, mais je ne m'en souvenais pas. Bon, donc j'ai trouvé ça mieux la deuxième fois. Ce qui transparaît dans le film, j'ai dit au début que c'était la vie de l'agence, votre vie d'architecte, ça je pense que chacun l'a constaté. Il n'y a pas que ça qui transparaît dans le film, il y a aussi le fait que vous êtes véritablement un homme d'idées, je dirais un intellectuel, qui prend des positions fortes, et ce qui est un cas relativement peu fréquent parmi les architectes. Oui, mais comment être autrement? Sous ce nom d'architecte, on peut exercer une infinité de métiers. Je crois que dans le pouvoir qui nous est donné, le pouvoir limité qui nous est donné, en dépit de tout ce que je racontais sur les entraves que nous subissons, nous encercle, c'est illimité comme capacité, et que dans cette capacité illimitée, il vaut mieux savoir, on n'est pas un taureau furieux entrant et chargeant dans l'arène, il vaut mieux quand même savoir dans quelle chaîne de référence culturelle, formelle, économique. Donc, il vaut mieux réfléchir à tout ça, et comme le film le rappelle, peut-être parce que au fond, je voulais être autre chose qu'architecte. Et tout à l'heure, je quittais une réunion de la Caisse des dépôts qui se tenait dans l'exposition qui est aujourd'hui au pavillon consacré aux maisons que j'ai faites, aux maisons individuelles. Et je me souviens d'un homme de la Caisse des dépôts qui me disait d'un air désolé, j'aime, mais tu n'es pas qu'architecte. Et au fond, c'était, je crois, le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait.
c'est vrai, être architecte, que seulement architecte, c'est que seulement, c'est quand même rétréci. Et pourtant, vous y consacrez tout votre temps, depuis très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Oui, mais ça, je crois que c'est le paranoïa. Certainement, je disais dans le journal, dans le train qui me menait à Caen, Polanski qui parlait, après tous les malheurs qui lui étaient arrivés, de survivance. Et je me disais que c'était pas mal, survivance. Et je crois qu'il y a quelque chose d'une tentative désespérée dans mon activisme de se prolonger, d'être éternel alors que je vais crever dans pas très longtemps. Je crois qu'il y a cela, parce que c'est quand même dans cette activité le fait féroce. Là où vous construisez, les autres ne construisent pas. Mais le fait aussi de construire pour d'autres et de construire bien au-delà, en dépit de l'activité du maire de Courcouronnes et de la moitié du gouvernement actuel pour démolir cet HLM, la plupart des bâtiments ne sont pas très rapidement démolis et ils sont autant de bouteilles à la mer que vous lancez au temps futur, aux habitants futurs, aux commentateurs, aux critiques futures, en se disant, au fond, j'ai passé le témoin et que d'autres recommencent. Ce qui transparaît aussi un petit peu dans le film, mais peut-être pas suffisamment, c'est que vous êtes vraiment quelqu'un qui écrit. Oui, c'est vrai, parce que là, on est seul. Personne ne nous empêche d'écrire, sauf la quantité d'encre qu'on a dans son stylo et la hauteur de la rampe de papier. Et qu'il n'y a aucune résistance, sauf sa propre incapacité dans l'écriture. Et on peut se corriger soi-même éternellement. Personne ne vient vous ennuyer. Si on vous dit vous devez faire 3000 signes, 3500 signes, 80 pages, faire une légende, mais c'est des contraintes normales en quelque sorte. Et dans l'écriture, il y a, comme dans le dessin, c'est la même chose, il y a quelque chose d'un affrontement avec soi-même qui m'intéresse davantage. Alors peut-être que le film, les réflexions que vous avez entendues vous suscitez des questions. La première est toujours un peu difficile, mais quelqu'un va se dévouer. Oui. Je donne la parole ici, puis je te donnerai la parole après. Bonsoir. On voit dans le film que vous répondez à l'informatique par le crayon, remettant d'ailleurs en cause, repositionnant le projet et requestionnant le projet qui était en œuvre. Comment entretenez-vous aujourd'hui le dialogue entre une génération qui utilise l'informatique de manière très accrue dans la production de projets, et notamment la place qu'elle prend de plus en plus avec l'informatique en 3D par rapport à votre éducation du dessin, du travail à la main? Voilà, comment entretenez-vous ce dialogue aujourd'hui? Vous pouvez nous dire qui vous êtes? Arnaud Lorjou, architecte. Dans le désespoir réciproque, évidemment, l'informatique est imposée d'abord parce que les clients demandent que les choses soient déposées sur telle ou telle plateforme. Elle est imposée parce que c'est comme une machine à écrire. Vous pouvez faire n'importe quelle saloperie en informatique, c'est tout de suite propre, ça peut tout de suite s'imprimer. Les légendes sont bien foutues, les surfaces sont calculées, il n'y a pas d'erreur. Enfin, ou alors les erreurs sont monumentales. C'est ça du système. Mais il y a une certaine lenteur dans l'informatique. La vitesse, c'est vrai que le dessin est tout à fait imparfait, mais la vitesse de transmission du cerveau à la main, aucun ordinateur jusqu'à ce jour, même ceux de la NASA, capable de pirater 70 millions de personnes à la seconde, n'est capable d'aller aussi vite que ce qui se passe entre le cerveau et la main, et tout ce qu'il y a dans le cerveau et tout ce qu'il y a dans la main. Donc moi je constate que les meilleurs informaticiens, ce sont ceux qui dessinent par ailleurs. Et je me souviens toujours du patron du MIT, il y avait un espèce de colloque à la Sorbonne du temps de Jospin, qui disait les meilleurs mathématiciens sont ceux qui jouent du violon. Eh bien, je crois que l'avantage de ce double usage de la tête et de la main, parallèlement à ces machines infiniment perfectionnées, merveilleuses, nécessaires, s'il n'y a pas les deux, je crois qu'il y a un appauvrissement par l'informatique
C'est vrai elle permet, notamment dans la 3D, des illusions, des représentations, mais si on allait au bout de l'informatique, pourquoi faire ces perspectives stupides d'agence de voyage? Pourquoi pas revenir à la ligne claire de Tintin et de faire nos perspectives avec uniquement des Tintins? Au fond, les axonométries, ce que permettrait l'informatique, ce qu'assurait par exemple les dessins des cubistes des modernes des années 30. Je crois qu'on en est au fond, aux prémices de l'informatique. On est gâté, on mange toutes les confitures à la fois. Peut-être il va falloir devenir zen avec ça. Alors, il y avait d'autres questions. Moi, j'ai trouvé ce film très très beau. J'ai trouvé que la façon dont les lignes de fuite attrapent la lumière sont vraiment magnifiques. Je voulais juste poser à Monsieur Chemetov une question précise. Vous avez dit de façon douloureuse, vous avez parlé des normes qui sont imposées aux architectes et cet espace de liberté qui se réduit comme peau de chagrin pour vraiment la créativité et vraiment l'expression architecturale. Quel avenir dans tout ça, étant donné que les normes ne vont certainement pas disparaître, toutes les normes qui sont imposées de sécurité, tout ce que vous avez cité précisément dans le film. Donc, quelle liberté, comment voyez-vous que les choses puissent, sinon s'améliorer, au moins s'adoucir? Je peux vous demander de vous présenter, s'il vous plaît? Emmanuelle Chevalier, éditrice. Au risque de décevoir, je crois qu'il faut laisser la créativité au créateur, donc à Dieu. Les architectes ont un métier. On dit qu'ils sont créatifs, peut-être, mais ce n'est pas évident et c'est peut-être pas nécessaire. Par contre, ils ont un métier, ils transforment les choses, ils transforment les situations. Maintenant, pour revenir à la norme, là encore, j'évoque à mi-mot dans le film de Sonia Colonna. Je n'ai pas un point de vue anarchiste là-dessus. C'est vrai que si vous laissiez faire la cupidité des investisseurs et, disons, l'intérêt des architectes pour la peau et non pour les eaux, vous auriez des choses, des plans inhabitables. Du reste, dans mon activité d'architecte conseil, je vois tous les jours des plans inhabitables, des cuisines de 3 pièces collées dans le fond du séjour sans fenêtre, etc., etc. Des promoteurs qui osent dire à leurs architectes, alors que par hasard les salles de bain se trouvent contre les façades, non, ne mettez pas de fenêtre, c'est trop cher, etc., etc. Donc on vit dans cette difficulté et la norme. Si vous voulez, le problème, c'est le niveau d'interprétation. Bien faire, c'est plutôt mieux. La norme, elle dit plutôt le bien faire. Penser à une chambre de moins de 9 mètres carrés, c'est difficilement habitable. C'est vrai, ça. Penser qu'une porte de moins de 70 cm ou de 80 cm, on n'y passe difficilement un meuble. Tout ça est vrai. L'ennui, c'est le côté, comment dire, le côté matrice d'examen, si vous voulez. C'est comme les peines planchées, où vous laissez au juge, quel qu'il soit, le soin de juger de la situation et des moyens d'y répondre. Les pompiers de l'ancien temps admettaient dans les règlements qui sont pourtant féroces ce qu'ils appelaient des mesures compensatoires. Vous avez ça en moins, faites un escalier en plus. Vous avez une étroitesse là, rajoutez 2 portes par ailleurs. Je crois que l'intérêt, c'est que les choses marchent, que d'autres équilibres, d'autres issues soient trouvées, mais si vous devez uniquement mettre des croix dans des grilles, évidemment, vous pouvez examiner très facilement les plans et dire qu'à partir du moment où entre dans la cuisine ou la soi-disant cuisine, vous avez un rond de 150 par terre en dépit de l'épaisseur de 60 ou 57 de l'évier, tout va bien. Non. Comment est cette cuisine par rapport au séjour? Comment est cette cuisine par rapport à une table? Ça, c'est des questions auxquelles la norme ne répond absolument pas. Sur les logements, vous avez dit dans le film, vous dites que vous en avez construit beaucoup, mais est-ce que vous les avez comptés, ces logements? À vrai dire, non. Mais un jour, on avait commencé à compter, je crois qu'on était entre 7 et 8 000. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est qu'on s'était arrêté de compter,
parce que je n'ai jamais fait plus de 300 logements sur un seul site. Et c'était énorme. À l'époque où je travaillais à une époque où l'unité de compte de Montargis avec respectable, c'était 1 millier de logements. Moins de 1000 logements, on ne prenait pas. C'était pour les pauvres, ça c'est des miettes. Mais il m'est arrivé de faire 10 logements, 12 logements, 15 logements, 3 logements. Et chaque fois sur un terrain différent, avec un plan différent, une construction différente, parce que les choses, il y avait un mitoyen, il y avait un mauvais terrain, il y avait un bon terrain, il y avait un tuyau, il n'y avait pas de tuyau, il y avait un trottoir, pas de trottoir, etc. Donc, au fond, au travers de tout ça, ils ne sont pas tous bons, rassurez-vous, ils ne sont pas mauvais, mais ils ne sont pas tous bons. Mais c'est comme de jouer aux échecs en partie simultanée. Et là, tous les jours, il y a des jeunes gens qui viennent à l'agence de savoir s'ils pourraient travailler. Et je me suis dit depuis peu de temps que je vais leur poser une seule question. Savez-vous jouer aux échecs? Voilà. Est-ce que vous êtes capable, dans des règles très précises, il n'y a rien de plus féroce que les règles du jeu d'échecs, d'être inventif? Donc le violon c'est pour les mathématiciens et les échecs pour les architectes. Je ne sais pas, je Bonsoir, merci pour ce beau film. J'ai beaucoup aimé aussi vos images. Mais je voulais poser une question à M. Chemitov. Est-ce que, parce que vous parlez beaucoup dans ce film de votre souhait fort de travailler à partir de l'existant, ça revient tout le temps. Vous démarrez sur une séquence que j'ai trouvée exceptionnelle au sujet de la démolition, enfin bon, bien sûr. Ma question c'est de savoir comment vous faites avec les citoyens, avec les habitants. Est-ce que vous échangez avec eux sur votre travail et sur vos projets? Voilà, comment ça se passe? Est-ce que ça vous inspire pas? Comment vous faites? Je vous demande de vous présenter aussi pour qu'on sache d'où vient la question. Je suis Annie Berger, alors je vais dire une chose, je suis administratrice de l'office d'HLM d'ici, mais je sors en plus d'un conseil d'administration où on a évoqué les questions que vous posiez dans le film. vais vous faire plusieurs réponses à la fois. Quand les maîtres d'ouvrage m'invitent, je vais dans les réunions de locataires, les réunions de propriétaires, et je me souviens toujours de deux épisodes, un dans la banlieue nord de Paris, l'autre dans la banlieue sud de Paris. Dans la banlieue nord de Paris, 2 heures de discussion, l'eau passe sous les fenêtres. Ça gâte les tapis. Et au bout de 2 heures de discussion, on écoute, de toute façon, on a changé toutes les fenêtres. Bien que tamponné par le CSTB et tout, ils avaient des défauts, on a changé toutes les fenêtres, les assurances sont payées. Mais à la fin de ces 2 heures, quelqu'un dans le fond de la salle a dit, je suis allé au BHV, j'ai acheté pour 25 centimes de mastic, chez moi ça ne finit pas. Donc c'est le côté, est-ce qu'on est chez soi quand on est locataire, ou est-ce qu'on a cette capacité de se dire que bien que ne payant qu'un modeste loyer, on est chez soi. Ça c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, la banlieue sud de Paris, très longue discussion, et à la fin il y a un type, c'est toujours la moitié sont contents, la moitié sont pas contents. Je pense que c'est lié aussi à d'autres choses, leur salaire, la valeur du couple, qui n'est pas normal, les performances de leurs enfants, ou alors s'ils sont bleus, blonds, je ne sais pas. Et il me dit ceci, un homme qui se lève dans le fond de la salle et qui me dit, il y a une fissure sous ma baignoire. Je lui demande qu'est-ce qu'il allait foutre sous sa baignoire. Il dit, mais pensez au plombier qui était sous votre baignoire en train d'essayer de raccorder votre siphon. Bon, c'est une expérience, il faut écouter tout ça, mais il faut écouter des tas d'autres choses. Par exemple, dans ce bâtiment à Ragusa, où je parlais de la deuxième couche qu'on était en train de mettre, le jour de son inauguration, ça je m'en souviens toujours,
il y a un espèce de type, c'était en 75, en casquette, qui se plante devant moi, genre Jean Gabin, là, il me regarde et dit « On peut dire que c'est dégueulasse ». Bon, c'est ça aussi. Est-ce que quelle est la maîtrise des uns et quelle est la maîtrise des autres? Pour les choses existantes, ce qui est sur le terrain, la connaissance de la vie quotidienne, ceux qui sont là en savent beaucoup plus que vous. Et vous dites du reste des choses incroyables, notamment sur les cheminements. Quand vous voulez tout bouleverser dans un quartier, dans un plan d'urbanisme, les habitants vous racontent des choses que vous ne savez pas. Par contre, il est bien certain que dans la maîtrise de ce que je fais, je suis plus savant, plus compétent, plus rapide, plus vif qu'eux, et que je suis capable d'anticiper. Alors, il y a des architectes qui vivent en disant, moi, mon œuvre, je ne veux pas dire du mal de Lucien Kroll, mais comme c'est un ami, qui se nourrissent en quelque sorte, qui nourrissent leur propre action en réaction à la parole des autres. Bon, c'est un système, chacun des uns a le droit de voir, des autres d'expliquer, les troisièmes de lire des livres ou de se promener, mais je crois qu'il faut savoir que nous sommes différents, nous avons un métier spécialisé et nous avons un savoir que peu d'habitants partagent. Par contre, ils ont une idée de ce qu'ils sont. Ainsi, un de mes amis architectes, Henri Siriani, qui est célèbre, un jour, je ne sais pas, on allait voir ses premiers bâtiments inaugurés, il tombe devant un papier peint et me dit « Mais pourquoi ont-ils osé faire ça ?» Il dit « Attends, tu ne vas pas fabriquer leurs vêtements. » Au fond, ce qu'on peut se dire, par respect pour les habitants, quand on dessine une chambre, peut-être qu'il faut réfléchir qu'il y a plus d'une place pour le lit. Quand on dessine, est-ce qu'il y a deux places différentes pour le canapé? S'ils mettent un canapé, où est-ce qu'ils vont mettre ceci? Où est-ce qu'ils vont mettre même les cochonneries qu'ils vont acheter chez Bricorama, Conforama, Ikea ou Habitat, suivant leur niveau de fortune ou de capital culturel. Donc, il faut anticiper tout ça, mais il ne faut pas faire le singe là-dedans. Nous avons un savoir, nous avons des référents que la plupart des gens pour lesquels nous travaillons n'ont pas. C'est un malheur par ailleurs. C'est dommage que la culture ne soit pas uniformément répartie. Une autre question, peut-être? Oui. Attendez, on vous passe le micro. Vous savez, tout est enregistré ici, et ensuite on retrouve tout sur le site internet. Donc, et présentez-vous, s'il vous plaît. Guy Perreno, quelqu'un de quartier. Est-ce que l'architecte ne cherche pas à imposer sa vision de l'urbanisme? Il peut toujours essayer, mais... À la forcer, je veux dire, à imposer ses vues, est-ce qu'il ne manque pas de contact justement avec la population? Est-ce qu'il ne se laisse pas guider par exemple par le politique qui cherche à modifier un quartier suivant ses vues? Est-ce que l'architecte ne répond pas à un marché, comme vous l'avez déjà dit dans votre film un petit peu? D'abord, il n'y a pas de l'architecte, pas plus qu'il y a de l'habitant. Il y a vous d'un côté, il y a moi de l'autre. Et nous sommes des personnes. Donc, parlons entre personnes de nos différences, de nos appréciations. Je crois que si l'architecte, comme ça, démurge, figurine en quelque sorte, est peut-être un punching ball commode pour dire ce qui ne va pas, c'est l'architecte qui a imposé. Je crois que dans cette partie à trois, les élus, les citoyens, les architectes et d'autres, parce que l'urbanisme, hélas, n'est pas fait que des architectes, il est fait aussi de financement, de tuyaux, d'investissement, de rayons de giration des bagnoles, de passage d'une ligne de transport en commun, de la présence d'une école. Où est-ce qu'il vaut mieux habiter? Près d'un supermarché avec l'école maternelle à côté, ou dans un pavillon de rêve à la campagne à 30 km avec 3 voitures, un par membre de la famille pour aller bosser ou aller au lycée. Donc, si vous voulez, je crois que il est commode de parler de l'architecte, il est commode de parler de l'habitant. Il y a des habitants.
habitants, il y a des architectes, il y a des élus, et tous ces gens sont jetés dans un chaudron et doivent apprendre à vivre ensemble. Et c'est extrêmement difficile parce que je pense qu'on est au début de cet apprentissage réciproque, parce que depuis le début de l'humanité, c'est la première fois que la majorité des humains, et la majorité des humains en France, vivent en ville. À la campagne, quel besoin d'urbanisme? Attendez, en 1930, 33 exactement, il y avait encore 50% de paysans sur la population française. Nous sommes quoi? Nous sommes 70 ans, soit 80 ans après, 3 générations. Donc en 3 générations, on a transformé un pays mais qui depuis le néolithique était fait de paysans en un pays d'urbains rassemblés ce soir dans une salle de cinéma pour poser des questions avec des micros, un type qu'on appelle architecte. C'est Astérix. Et à ça, à cette nouvelle situation, il faut s'habituer de part et d'autre et apprendre à vivre ensemble en ville. Une autre question? Alors Sonia, peut-être, est-ce que vous avez d'autres projets sur des architectes et finalement, non peut-être pas cette question, mais une question préalable, vous n'aviez jamais été en contact directement avec l'architecture, enfin si ce n'est au quotidien comme tout le monde, mais qu'est-ce que vous avez appris au travers de ce film? Ça vous était inconnu, l'architecture, d'une certaine façon? Oui et non. Oui et non, puisque j'avais déjà fait le film sur Émile Aïe. Oui, on est en dehors de ce film. Et que quand j'ai voulu faire ce film, c'est justement parce que je me suis posé la question habitant-architecture. À travers un lieu où tout le monde incriminait l'architecte et où en creusant la question, je me suis aperçue que non, c'est pas du tout ça le problème, puisque l'architecte, il travaille avec un certain nombre de contraintes. Il y a des contraintes humaines, des contraintes économiques, les contraintes imposées par les maîtres d'ouvrage, par les politiques, par les conditions financières, par l'histoire du moment. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser la question de l'architecture et de la place de l'architecture dans la vie. Et effectivement, en faisant le film sur Paul Chemetov, j'ai pu rencontrer l'architecte vivant, ce qui n'était pas le cas avec Émile Aïe. Ouais, 85 ans. Enfin, mais justement, on peut aller beaucoup plus loin. Bon, c'est plus la même époque, on ne travaille plus de la même façon. Et justement, Émile Aïe est typiquement l'architecte qui bâtissait d'un coup 1700, 2000 logements, voire plus, 3000, ouais. Et ce qui était intéressant quand j'ai rencontré Paul Chemetov, c'est que c'était toute la notion de transformation qu'il n'y avait pas chez Aïe. Et ça m'a énormément parlé. Parce que je me dis, oui, c'est tout ce processus, cette façon de ne pas... on parle de diagnostic, c'est un faux problème, mais c'est vrai que Chemetov, parce que c'est moi je dis, c'est Paul Chemetov, c'est force de travailler. Paul Chemetov pense l'architecture dans l'environnement. Il y avait un spectateur, monsieur, qui parlait des habitants. Et les habitants, ils sont toujours là, ils sont toujours omniprésents. Il ne fait pas un bâtiment qui va être dupliqué à ici ou ailleurs. Chaque bâtiment, même s'il y a une écriture que l'on peut identifier, mais c'est toujours de façon subtile, c'est jamais ostentatoire. L'écriture, elle se lit, j'allais presque dire, entre les lignes. Il prend en compte les lieux, il prend en compte l'environnement. Enfin bon, je pourrais décliner à l'infini comme ça. Donc voilà, ça m'a appris à regarder un peu plus avant. C'est vraiment, je dirais presque, une éducation du regard. Parce qu'au départ, je ne me rendais pas compte. Et c'est à force d'aller notamment à Saint-Ouen, que j'ai arpenté, que j'ai filmé pas mal de fois seule, que j'ai vraiment regardé. Je ne sais pas si ça répond à la question. Non, ça répond. Parce que je suis pas très à l'aise pour parler. J'ajouterais que ce qui est bien rendu dans votre film, d'abord on y voit des gens, ça c'est très bien, il y a
pas seulement centré sur l'architecte, on voit d'autres personnages. Et ce qui est bien rendu, je pense, et moi c'est ce qui m'avait impressionné, je crois que j'ai rencontré Paul Chemetov la première fois au début des années 80, on va dire. On s'était croisés au Moniteur et il a un regard très, très pointu sur le monde en général, mais sur l'architecture bien sûr en particulier. Et ça c'est bien rendu, son regard. Oui, parce que c'est une des premières choses qui m'a frappé quand je parlais de réflexion, de pensée, mais c'est le regard. Et je sais pas, il y a une chose que je voulais ajouter, oui c'est ça, c'est que ce qui m'intéresse aussi énormément, c'est de filmer le travail, tout le processus. Et c'est ce que j'aurais aimé développer davantage quand je disais. Parce que, voilà, que ce soit un artiste, quel que soit le métier, il y a du travail. Et cette dimension-là, j'aime bien la mettre en avant. Et de même que la réception, non pas uniquement des habitants, mais de ceux qui sont au contact de ce travail. D'où ce jeune ouvrier sur le chantier. Chef de chantier, pardon. Ce jeune chef de chantier qu'on a rencontré avant l'arrivée de Paul Chemetov et qui disait des choses très fines et sensibles, qui étaient complètement réceptifs aux particularités du travail. Et on le sent très fier aussi de travailler avec un grand architecte. Et donc du coup, on a voulu le filmer avant l'arrivée de Paul Chemetov, où il nous fait visiter les lieux. Et toute cette chaîne, ce passage de relais des uns aux autres, je trouve que c'est très important, quoi. Et ça n'est possible que quand il y a vraiment quelque chose de vraiment senti, ce qui est le cas. Oui, je voudrais, à la décharge de Pantala Pietra, dire que j'ai été un très mauvais sujet dans ce film. Parce que c'est vrai que vous auriez souhaité qu'on se voit plus souvent, que j'aille un peu n'importe où avec vous, que je monte tous ces bâtiments. Mais non, mais voir les bâtiments, au diable, disons, pour les bois de France, même de la région parisienne, ça prend du temps. Je n'avais pas ce temps, voilà. Je n'avais pas. Enfin, mais j'aurais dû peut-être, enfin, il faut songer, peut-être ce film va rester alors que le bâtiment va être démoli. Donc, si j'avais été un gestionnaire avisé de ma gloire, j'aurais dû vous consacrer plus de temps. Mais au moins, pour votre gloire, on voit vraiment que vous vous impliquez totalement. Et ça, le film le rend très bien. On voit votre implication qui est réelle. Ceux qui vous connaissent le savent, mais je pense que tout le monde ne le sait pas forcément. Et encore aujourd'hui, même si vous avez un rôle d'intellectuel, même si vous prenez des positions, ça vous le faites le soir ou le week-end. Ça m'est arrivé de vous demander un texte de 5 feuillets et à la fin du week-end, alors que vous aviez un mois pour faire ce texte, à la fin du week-end, vous me téléphoniez en me disant j'ai fait 9 feuillets, vous couperez. Mais je ne coupais pas parce qu'évidemment, il n'y a pas de nécessité de couper. Donc malgré tout ce travail d'intellectuel que vous faites, vous êtes d'abord architecte et au quotidien, encore une fois, très tôt le matin jusqu'à tard le soir, vous êtes sur la planche. C'est plus tout à fait la planche, mais vous y êtes. Il y a quand même des planches devant les ordinateurs. Prenez le micro. Ma tendance naturelle serait de dessiner sur les écrans, mais les jeunes gens et jeunes filles qui sont avec moi posent des cris en disant que j'abîme le matériel. Mais pourquoi j'ai cette attitude un peu comme ça, un peu folle? Je crois que c'est quand même l'influence de mon père, parce qu'on est plutôt forgé par quelqu'un. Je l'ai vu travailler toute sa vie. À l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs, comptant les signes avec un typomètre, comptant les lignes, disant ça fait, mesurant tout, c'est-à-dire s'impliquant jusqu'au bout matériellement dans la fabrication des revues, des mises en page de livres qu'il faisait. Voilà, donc je pense que j'ai été formé aussi par ce travail artisanal obstiné que je voyais à la maison. Et je me tourne vers vous pour voir si éventuellement, oui madame, alors on va vous redonner le micro. Ah, il n'y a pas de problème, tout le monde peut parler. Et il y aura un monsieur après. Je voudrais revenir par un autre bout sur la première question.
d'autant plus que cette semaine en France, là, sur le week-end dernier, il y a eu partout en France des rencontres sur l'habitat participatif et des gens qui se mettent ensemble pour penser leur habitat et pas individuel. Au pavillon, là, on montre aussi tout votre travail sur la maison et puis vous faites allusion au castor, enfin vous faites toutes ces choses-là. Comment vous analysez aujourd'hui ce mouvement quand même assez fort? Enfin, moi je disais tout à l'heure à des amis, j'étais à Montpellier pour ce week-end-là. Il y a une association de 950 habitants qui s'impliquent pour penser, pour eux et pour leur environnement, cette façon de penser leur habitat. Et comment vous le voyez et comment ça modifie ou pas le travail d'architecte, justement. Ça ne modifie pas, ça le permet. Il m'est arrivé de construire justement dans les années 80 un habitat qu'on appelait à l'époque coopératif. Et je crois qu'on ne peut que se réjouir de voir que les gens prennent en main, ne délèguent pas ce qu'ils peuvent faire. Évidemment, c'est très compliqué. Là, on est à Amiens, on essaie de faire avec des habitants une espèce de projet coopératif. C'est assez compliqué parce que il faut que de part et d'autre, il y ait une certaine naïveté, une certaine fraîcheur. Si derrière ça, il y a l'idée qu'on va avoir plus pour moins, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de mètres carrés en ne payant pas, tous les gens il faut quand même trouver des financements, il faut quand même qu'il y ait une espèce de mandataire social et tout ça, quelqu'un qui doit signer les situations. On ne va pas convoquer une assemblée de copropriétaires pour chaque décision de chantier. Donc, il y a toute une armature nécessaire au travail. Le maître d'ouvrage, il ne disparaît pas dans l'habitat coopératif. Il a un autre rôle. Il est à l'écoute, il organise, il oriente, il est au gouvernail, il dit non plutôt par là, sans ça vous allez vous fracasser sur ce projet. Mais c'est tellement plus agréable. Quand on vous dit, je veux 83 de 60 de 3 mètres carrés, et encore la plupart des maîtres d'ouvrage disent de 58 mètres carrés aujourd'hui, ce qui est rigoureusement inhabitable. Je ne fais pas, je laisse ça à mes confrères le soin de faire cet étroit de 58 mètres carrés, parce que j'ai vécu dans un étroit de 57 mètres carrés, avec mes parents, je sais que ce n'est pas très grand. Donc, revenons à cette nécessité. Je pense que ce serait merveilleux que de plus en plus de gens, au lieu de se réfugier dans la liberté apparente du pavillon individuel, et je me souviens toujours de Roger Quillot, qui fut ministre de la Construction, et qui disait dans un article du Monde, il croit acheter le paradis, il achète l'enfer à crédit. Et c'est vrai que les traites payées, du reste on le voit ces jours-ci dans les grandes fermes des usines, des abattoirs, le désespoir des gens qui se croyaient à vie et qui ont dit on a 15 ans de traite, qu'est-ce qu'on va faire, je ne peux pas aller travailler à 100 km, vraiment des vies broyées par cette mécanique infernale. Donc il y a, je pense, on ne peut qu'encourager ce regroupement de gens qui transportent leur rêve individuel dans une aventure commune et qui la rendent compatible, possible ensemble. Et je crois que pour un architecte, c'est ce qui peut lui arriver de mieux. Bonsoir, Joël Germaise. Je fais partie d'un projet d'habitat participatif. Mais c'est pas. Enfin, vous venez de répondre à cette question, donc c'était très bien. Moi, j'en reviens plus aux matériaux. Qu'est-ce que c'est vos matériaux de prédilection? Quand vous faites la cuisine, c'est quoi vos matériaux de prédilection? C'est tout. Tout fait vendre. Et dans l'architecture aussi. Et tout. Qu'est-ce que c'est? Tout est bien. Attendez, le bois, l'acier, le verre, la brique, le parpaing, l'enduit. Tout est bien. Le contreplaqué, le papier peint, tout, le caoutchouc, le PVC. Ou vous l'employez bien, ou vous l'employez mal. C'est vrai qu'il y a des matériaux dégueulasses, et il y a des plats avariés, il y a des yaourts, il y a des yogourts hors d'âge. Vous voyez les catalogues des fabricants, il y a des trucs, on se demande comment ils osent les mettre en circulation. Mais tout ce qui n'est pas avarié, tout ce qui est, disons, partageable et commun, avec tout ça, vous pouvez construire.
Évidemment, sans ça, c'est une pauvreté terrible. Moi, j'ai pas de style, j'ai une façon de faire. C'est dommage. Sans ça, j'aurais des plumes sur la tête. Oui, monsieur. Ah, attendez, d'accord, on commence par vous, mais il y a monsieur qui a demandé le micro. Olivier Roussel, direction des territoires. Dans le film, on vous voit assez critique sur le système des concours, la commande publique. Est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin dans les travers que vous voyez dans ces concours? Tout d'abord, les concours ne sont plus des concours puisqu'il y a une présélection. Au moment du concours du ministère des Finances, 137 candidats. 137 candidats rendent quelques feuillets, 4 sont choisis, et parmi ces 137 font l'objet d'une discussion très serrée, et nous l'emportons. Non, un autre aurait pu l'emporter. Aujourd'hui, n'importe quel concours, pour ceux qui les organisent, on le sait, vous avez entre 70 et 250 candidats. Un jury, forcément bien informé, décide que parmi ces 70 à 250, ils vont en prendre 3 ou 5. Vous ne croyez pas qu'il y en a d'autres qui pourraient faire ça aussi bien? Donc, ce n'est plus un concours déjà. Déjà, il y a une espèce de pré-choix, alors qui va, tiens, c'est comme que ça me rappelle ces choix. Je me trouve quelquefois mêlé à ces choix et je suis désespéré. Alors, un membre du jury vient, comme s'il disait, tiens, cette année, on va se faire la Grèce. Et alors ils disent, ah, cette année, on va se faire les Chioti. Pourquoi je dis les Chioti? Parce qu'il a fait un excellent bâtiment à Marseille, et donc il faut qu'il le refasse partout. Pensent les maîtres d'ouvrage, peut-être pas, peut-être qu'un autre peut devenir demain des Chioti si on le laissait faire. Donc, premier écueil, c'est celui-là. Deuxième écueil, quand vous prenez, par exemple, le fait que ceux qui ont fait des projets ne vont plus devant les jurys. Vous n'achetez pas un dessin, vous achetez une équipe, un bonhomme, une façon de faire. Si vous posez à quelqu'un des questions quelquefois aussi pernicieuses que celles que vous me posez, peut-être qu'en répondant je m'enfonce à vos yeux pour jamais, ou peut-être je vous satisfais. Bien, le fait de poser une question à un architecte, pourquoi vous avez oublié la porte d'entrée de cet appartement? Alors, soit il répond, ah oui, ça fait, bon, je ferai pas ça la prochaine fois. J'ai fait ça parce que c'est mieux de rentrer chez soi par son balcon. J'ai entendu ce genre. Ou à peu près, je brode. Donc, le fait de ce premier échange entre ceux qui vont construire les maîtres d'ouvrage, participatifs ou délégués, et celui ou ceux qui vont construire, il n'y a pas qu'un architecte, il y a des ingénieurs, il y a des paysagistes, il y a des types qui s'occupent de l'énergie, de la haute qualité environnementale, toute cette bande qui se présente ensemble. Est-ce que dans leur comportement, ils ont l'air de vouloir travailler avec gaieté ensemble, ou déjà ils sont en train de se partager les honoraires et de se filer des coups de pied dans le cheville? Ça se voit quand vous les avez ensemble dans un jury. Ça, c'est le deuxième défaut. Le troisième défaut, et certains maîtres d'ouvrage publics qui font des logements ont supprimé les perspectives, interdit les perspectives dans les concours, ils demandent des panneaux dessinés à l'encre noire, enfin à l'ordinateur noir sur le papier blanc, et une maquette. Et je pense qu'ils ont tout à fait raison, parce que la perfection des images de synthèse est devenue telle que vous vendez n'importe qui à n'importe quoi en ce moment. Si vous faites le bon reflet dans la bonne vitre, avec en plus une créature de rêve qui passe au premier plan, et alors vous entendez, moi, j'entends ça dans les jurys, vous avez dû peut-être entendre ça, il y a de l'idée là-dedans. Il y a de l'idée, ça c'est certain. Ou on n'a pas encore vu ça. Oui, effectivement, on n'a pas encore vu ça. Mais pourquoi ne pas reprendre quelque chose qui aurait marché, qui aurait simplement des fenêtres dans un mur, plutôt orienté au sud? Parce que dans ces concours fabuleux, combien de logements on se retrouve après orientés plein nord, avec des balcons très généreux? Monsieur qui voulait intervenir. Oui, monsieur. Je voulais intervenir. Vous avez évoqué à un moment le fait qu'on veut abattre un immeuble, alors que vous pensiez qu'il devait pouvoir rester, qu'on pouvait aménager autour.
Et que pensez-vous par rapport à ce qui se passe aujourd'hui où on rase des quartiers entiers qui ont une histoire, dans lequel on pouvait dire que ces bâtiments étaient construits à telle époque. Aujourd'hui, on est en train de raser. En même temps, ce qu'on construit les trois quarts du temps, c'est pas ouvert à la population qui y habitait avant. Ça veut dire que ces gens, ils déracinent et qu'on leur dit il faut aller un peu plus loin. Et comment vous abordez ça, toute cette approche qu'on a maintenant de modifier en partie ces quartiers, l'urbanisme, d'y apporter comment une mixité, des choses comme ça. Comment vous ressentez ça? Vous aviez l'air de ne pas apprécier qu'on ait envie d'abattre pour faire autre chose. Vous êtes qui, monsieur? Moi, je suis retraité, j'ai fait un peu de j'ai fait du suivi de travaux. Très bien. C'est l'ANRU. La question. Oui, mais avant de dire l'ANRU, je pensais à autre chose et tout à coup la pensée a quitté ma tête. J'avais une réponse plus subtile à vous faire. Mais l'ANRU, quelle est la base de l'ANRU? C'est-à-dire on démolit un pour construire un. C'est-à-dire, au fond, le problème que l'on a, et quand on voit la consommation des terres agricoles, un département tous les 10 ans, jusqu'à présent, en surface. Et si on prend la tendance juste avant la crise, ça allait vers un département tous les 7 ans, de terre, pas seulement de terre. Or, l'ennui de la terre, c'est qu'une fois qu'on l'a construit dessus, c'est foutu à jamais. Donc, le problème que nous avons affronté, c'est celui de la densité. La densité des grands ensembles, elle est très faible. 0,6, 0,8, pour ceux qui ne sont pas courants dans la salle, c'est-à-dire pour 1 mètre carré de terrain, 0,80 m de plancher. Donc, ces barres qui énervent tout le monde, ces tours qui énervent tout le monde, en fin de compte, elles peuvent être transformées très profondément, être densifiées. Donc, ce qui est inhabitable doit être détruit. Du reste, dans le film de Sonia Cantalapietra, vous voyez détruire l'ancien foyer Sonacotra de Bobigny, où les Maghrébins qui étaient dedans et qui sont filmés vivaient avec 4 mètres et demi, c'est mieux qu'en prison, de surface par personne. Évidemment, est-ce ainsi que les hommes disent, comme on dit, il ne fallait pas maintenir ce truc, bien qu'il n'ait été construit dans les années 54 et qu'il était apparemment en parfait état, mais en parfait état pour faire une prison, pas pour faire des logements. Donc pour revenir au fond de votre question, je crois que est-ce qu'on jette ces bagnoles parce que des cendriers est plein? Non, parce qu'elles ne marchent plus. Donc faire d'abord quelle est la valeur de toute chose, quelle est la valeur économique, est-ce que ça peut se réemployer, est-ce que ça peut se transformer, est-ce que ça peut s'améliorer, ou c'est une passoire thermique à jamais qui fait que quoi qu'on fasse, eh bien, ou alors on va dépenser en isolant, en mise aux normes des ascenseurs, parce que quand même, il vaut mieux qu'ils marchent. C'est quand on habite au 10e étage, c'est plus pratique. Donc, chaque fois, il faut examiner ça froidement, comme un bon père de famille, de façon patrimoniale. Ça, c'est usé, ça, ce n'est pas usé, ça peut se réparer. C'est très gratifiant, la réparation. Ça ne peut pas se réparer. Donc, c'est comme lorsque vous allez chez le dentiste, il ne vous arrache pas toute la gueule d'un seul coup. Vous avez une carie, il vous met un bridge à la place. Mais avec les quartiers, il faut faire la même chose. Et en plus, les quartiers, là, le problème, c'est qu'on a 32 dents, je crois, ou à peu près, et qu'il faut maintenant, on dit, en avoir 64. Donc la question qu'on pose aux dentistes urbains, comment densifier, faire que les gens ils puissent aller à pied à leur école et voir alors qu'ils ne soient pas trop loin de leur travail et réciproquement, qu'on n'ait pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres. Et le plaisir de possession d'une voiture, c'est un bonheur infini, mais il ne faut pas que ce soit une obligation de transport, il faut que ce soit un objet de fierté, de liberté, dit-on, d'échapper, d'enfermement, comme on veut, de performance. Cette notion de la valeur des choses, c'est ce qui vous a le plus attristé, je pense, dans ce combat pour éviter la démolition de Courcouronnes, c'est que finalement ces logements n'étaient pas amortis, je crois que vous avez utilisé ce terme, et on a cru que vous défendiez votre œuvre, mais c'est pas ça le sujet, c'était le... Non, mais évidemment c'est toujours dommage, mais
bon, de toute façon, tout va vers sa ruine, les bâtiments comme les hommes. Donc, Couronne va tomber un jour, il va tomber un peu plus vite que d'habitude. Ce qui m'énervait dans cette situation, à l'époque du film de Sonia Cantalapiedra, je parlais de 17 millions. La vraie facture, c'est 20 millions. Aujourd'hui, c'est 20 millions parce que pour faire partir les gens, on a payé leurs dettes. C'est une façon de faire. Et donc, pour 20 millions, on va détruire, indemniser et reloger 80 familles, donc 80 logements. Or, tous les gens qui font un peu de logement dans cette salle savent qu'avec 20 millions, on fait beaucoup plus que 80 logements. Pour cette somme, on aurait pu construire à peu près le double de logements neufs et réparer cela. Madame, et puis après, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de questions, mais on va... Martine Baranski. C'était le sujet, je pense, de la mixité. Moi, c'est ce qui me... Il y a deux questions. Je vais vous poser deux questions. D'abord, la mixité, c'est-à-dire qu'en ce moment, on fait que les villes appartiennent à une certaine classe sociale peut y habiter, et on repousse toujours à la périphérie d'autres populations. Et même dans la périphérie, on commence à faire qu'on recule. C'est-à-dire qu'on détruit, on construit pour pouvoir accueillir une population, disons, pas privilégiée, mais moyenne, quoi. Alors donc, comment peut-on penser une architecture, une habitation où tout type de gens pourraient y habiter? Voilà, moi c'est ça, la mixité. Avoir aussi bien des jeunes et des vieux, parce qu'il y a ça aussi, les villes deviennent beaucoup plus jeunes, les vieux sont obligés de partir parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les habitations. Donc voilà, moi je sais ça, parce que qu'est-ce qui nous fait vivre, c'est quand même, justement vous parlez de patrimoine, de cette mémoire qu'on doit avoir, et moi ça m'inquiète justement cette séparation entre les classes, entre les jeunes, les vieux, etc. Première question, et en parlant des jeunes, on est, c'est vrai, dans une ère de la mondialisation, et j'ai l'impression que n'importe quelle petite ville, alors moi je parle de Caen, c'est pas vraiment une petite ville, mais c'est pas une grande ville, où on veut faire travailler des gens de renom. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des bâtiments faits par le même architecte à Lyon, Marseille, Caen, etc. Mais quelles sont les portes ouvertes pour les jeunes architectes, justement? Vous avez dit que vous avez commencé dans la trentaine. Quels sont les architectes sur Caen qui peuvent travailler? Je ne sais pas. Donc j'aimerais bien avoir votre avis. Beaucoup de questions. D'abord, vous avez remarqué que je n'ai pas employé le terme de mixité dans le film qui vous a été projeté. Je pense que c'est un concept tordu parce que chacun aimerait vivre dans un palais et chacun vivrait très bien dans un palais. C'est pas la question. Mais vous avez vous-même donné la réponse à votre propre question. Ils ne peuvent pas payer le loyer. Donc c'est ça la vraie question. Parce que sans ça, le fond du problème, les riches vivent richement et les pauvres pauvrement. Ça, c'est la réalité des choses. Comment faire que tous puissent, même conflictuellement, habiter ensemble ou à proximité les uns des autres? Alors, dans des temps plus anciens, avant l'invention de l'ascenseur, cette stratification se faisait. Les riches habitaient au bel étage et les pauvres dans les combles, pas chauffés. L'invention de l'ascenseur a fait que les riches ont pu habiter à tous les étages. Les pauvres ont été priés d'aller habiter à l'horizontale dans des pavillons pour ne pas encombrer les autres. Mais ça, c'est une plaisanterie, ma réponse. Mais cette question de la libre disposition des habitants, des citoyens sur le territoire, elle est très compliquée. Elle est très compliquée parce qu'elle met en cause la structure sociale avec deux écueils. Prenez un exemple extrême, c'est l'expérience soviétique, rien n'a de valeur foncière et tout le monde vit ensemble. Sauf que ce n'était pas vrai, parce que l'ennui du logement, c'est que c'est un bien situé. Et celui qui est face à l'abbaye, aux dames ou aux hommes,
faite par des architectes renommés, il a quand même un privilège par rapport à celui qui vit le long d'une voie ferrée à 25 km de Caen ou de son centre. Donc, première question, vous ne pouvez pas faire qu'un bien situé ait une valeur légale partout. Alors, la deuxième question, parce que ça c'est l'inhumanité la plus profonde, comment corriger ce premier effet? Et c'est là que les politiques publiques, que la sécurité sociale, ça existe. On paye des médicaments et vous avez des tickets modérateurs, des mutuelles et tout. Donc, comment fait-on pour qu'un bien situé soit mieux réparti? Évidemment, tout le monde ne peut pas. Alors là, il y a une butée absolue. Tout le monde ne peut pas habiter face à l'abbaye. Sans ça, on construirait un gratte-ciel de 150 ou 200 étages. On mettrait toute la population de Caen. C'est ce que voulait Corbusier dans ses projets de reconstruction de Saint-Dié, de la Palisse. Donc, dans une ville mixte, et là on peut employer ce terme, où il y a de tout. Des bouts de reconstruction, à Caen, il y a surtout des bouts de reconstruction. Mais d'autres villes qui ont été moins bombardées que Caen ont tous ces mélanges. Comment gérer le moins, de la façon la moins inéquitable possible, en sachant tout de même, il y a quand même des limites à ça. Prenez un bien, non pas situé, mais situé, ça veut dire rare. Qu'est-ce qu'on fait du château Margaux? Est-ce que n'importe quel système peut assurer du château Margaux à tous? Non. Donc, le problème n'est pas du château Margaux. Qu'est-ce qu'on fait pour que le vin ordinaire ne soit pas de la piquette? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on fait qu'on ait du plaisir et que tout le monde ait le plaisir de pouvoir s'acheter, non pas du château Margaux, mais peut-être du Terfort Cancard, qui vaut infiniment moins cher et qui est presque pas mauvais. Donc, la question du logement, qu'est-ce qu'on fait pour faire des bons logements placés pas trop loin des écoles, des moyens de transport? C'est ça l'urbanisme. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse, même si on n'est pas au premier plan, c'est comme sur les cabines de plage au Lido, il y a ceux qui sont au premier rang, au deuxième rang, au troisième rang. Mais au troisième rang, ils sont quand même sur la plage. Donc qu'est-ce qu'on fait pour que le troisième rang soit tout de même sur la plage? Et ça, c'est une question économique, c'est une question de gestion. Certains le font, d'autres ne le font pas. Je vous laisse juste des résultats. Bien, je crois que vous pouvez continuer d'applaudir pour remercier Sonia, Nicolas Piedra et Paul Chemetov. Il y a un pot qui est lieu juste en sortant et la conversation peut continuer autour de ce pot. Merci de votre attention et de vos questions.